Non, je te taquine, on va arriver à la différence entre littérature blanche et littérature noire, et c'est un moment que j'aime beaucoup. Je dis ça souvent, non, tous les jours. Alors, c'est un vrai sujet parce que, tu as mis les pieds dans le plat et je te remercie parce que certaines peu constant, j'espère qu'elle me pardonnera, mais il y a quelques jours, dans un journal qui m'est cher, qui s'appelle La Provence, elle déclarait à propos des Caraïbes d'hiver, je cite, Elsa Lafont a su reprendre la maison familiale à sa façon et a réussi un coup de maître à la rentrée avec Olivier Norek en faisant passer les éditions Lafont dans la classe des grands et un auteur de romans policiers dans la classe des écrivains littéraires. Donc, monsieur Norek, avant, vous étiez dans le bac à sable, c'est ça? Alors, c'est un peu difficile parce que c'est la même personne qui m'a invité aujourd'hui. Pareil. C'est cette personne qui m'a accompagné lors du concours LGO. Mais bon, allons-y. Peut-être qu'on va rentrer ce soir, mais alors, en inventant le beau, on a créé le lait. Obligatoirement. En classant, en hiérarchisant les littératures, on crée une littérature honorable, une littérature intellectuelle, une littérature de qualité, et puis après une littérature populaire, qui serait une moins bonne littérature. C'est vrai. C'est vrai. La romance, c'est une sous-littérature. La clos, les liaisons dangereuses, Maupassant, une vie. Flaubert, Madame de Bovary, n'aurait pas été lu à la rentrée littéraire s'ils étaient lus aujourd'hui. Le fantastique est une sous-littérature. Barjavel, La Nuit des Temps, Jules Verne, la totalité de l'œuvre. Les écrivains d'aujourd'hui ne seraient pas regardés par la rentrée littéraire, par les prix de la rentrée littéraire. Le roman policier, arrêtez-moi, Simenon, Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Sandrine Colette, Dantec, les Racines du mal, après trop de LSD incompréhensible. Si vous écrivez aujourd'hui du roman policier, ne seraient pas regardés par la rentrée littéraire. Il a suffi que Sandrine Colette enlève ses policiers de ses romans et que j'enlève les policiers des miens pour qu'on me dise que j'écris maintenant dans la grande catégorie de la littérature blanche. À créer le beau, on crée le laid. À créer des hiérarchies, on crée des sous-littératures et des littératures honorables et respectables. Je ne connais pas de meilleur compliment que celui qui dit que mon écriture est populaire. Et j'aime cette écriture, j'aime tendre la main, ostraciser un lecteur parce qu'il n'est pas capable ou pas prêt. Je préfère voir ça comme le voit Daniel Pénac dans ce livre qui est un livre ciment pour moi, comme un roman, qui dit si un livre est trop compliqué pour vous, c'est qu'il ne faut pas le mettre de côté, il faut juste monter un étage sur votre bibliothèque. Puis un jour, vous serez assez grand pour atteindre cet étage et il sera besoin de le lire. Je pense qu'il y a un accès à toutes les littératures, et parfois il faut aussi écouter son rythme, et que c'est un peu comme la musique classique. Si jamais je rencontre un enfant qui ne connaît pas la musique, je ne vais pas lui faire écouter un opéra de 4 heures, je vais commencer par une comptine. Mais la comptine n'est pas moins jolie qu'un opéra de 4 heures. C'est un autre public, c'est une autre manière de raconter, une autre manière de faire de la musique ou d'écrire. Donc, mon entrée dans la littérature blanche, j'en suis ravi, je suis très très content de pouvoir rencontrer un autre public, être invité sur d'autres salons, mais je pense que les Gaules de Capan n'étaient pas moins bien écrites que les galets d'hiver. C'est l'histoire d'un baiser. Je sais pas où je vais. Ses lèvres étaient sèches. Celle d'Andreas les mouillèrent un peu. Elle garda les yeux ouverts, presque méfiante. Ils ne s'embrassèrent pas vraiment, ils se frôlèrent, bouche entrouverte, à sentir leur peau, leur respiration, à croiser leurs mains, à caresser leurs vêtements, simplement. Il y avait tant à découvrir et l'envie de s'attarder à chaque étape. Mais l'esprit de Clémence devient confus, ses gestes saccadés, comme si elle retenait une impatience rendue presque violente. Elle ferma enfin les yeux, posa sa main sur la nuque d'Andreas et le colla doucement à sa bouche. Elle l'embrassa d'abord comme une goutte, curieuse,
Puis elle l'embrassa comme on dit adieu sur le quai d'une gare amoureuse. Enfin, elle l'embrassa comme on le ferait à la dernière seconde de l'humanité, sans plus rien à perdre, avec derrière soi, lumineuse et traversant le ciel, la météorite qui désintégrerait la planète. En un baiser, ignorant les précautions qu'elle s'était promis de respecter, elle lui offrit tout ce qu'elle était. Chose pas mal. C'est très difficile. Il y a deux trucs vraiment que je ne sais absolument pas quoi faire et pourtant que j'aime particulièrement. Il y a deux choses que je ne sais pas très bien écrire. C'est les scènes de bouffe. Je trouve ça à chaque fois trivial et vulgaire. Et les scènes de baiser, les scènes de sexe. C'est quelque chose que je ne sais absolument pas faire. D'un autre côté, j'ai beaucoup travaillé avec une directrice littéraire qui m'a accompagné pendant mes 4 premiers romans, qui s'appelait Huguette. Elle m'a rencontré, elle avait 83 ans. Elle m'a formé pour écrire Les Guerriers d'hiver, elle ne l'aura pas vu. Et à chaque fois que je commençais à écrire des scènes de bouffe ou des scènes de sexe, elle me disait « Mais Olivier, mais les gens bouffent et baisent. Est-ce que c'est la peine de mettre dans des romans ?» Bon, d'accord. Et c'est surtout que je devais retravailler mes textes avec elle. Et autant vous dire que l'entendre lire à haute voix des scènes de sexe à cette dame de 83 ans que je respectais comme je respectais ma grand-mère, c'était toujours un peu déplacé, un peu gênant. Et un jour, j'ai écrit une scène où l'homme dépose la femme sur le lavabo et commence à lui faire l'amour. Et là, j'ai ma Huguette, qui à l'époque avait 92 ans, qui me dit « Enfin, Olivier, imaginez-vous, là, vous me prenez sur le lavabo, c'est bon, on enlève la scène. » Donc cette scène du lavabo, je ne la verrai pas dans mon roman, elle a été enlevée grâce à Huguette. Donc voilà, je pense souvent à elle. Elle m'a accompagné pendant tout mon travail d'auteur. D'ailleurs, la première fois que je l'ai rencontrée, c'est Michel Lafon qui m'a dit d'ailleurs, ta directrice artistique, ce sera cette dame. Moi, je me retourne, je vois une dame de 83 ans. Moi, j'écrivais des bouquins sur le 93, hyper dans l'air du temps, hyper dans le vent. Je sais qu'être dans le vent, c'est une ambition qui s'ennuie, mais le truc, c'était que j'avais vraiment besoin d'avoir en face de moi quelqu'un qui allait pouvoir me comprendre, quelqu'un avec qui j'allais pouvoir faire un échange, un ping-pong, comme on dit. Et j'entre dans son bureau, et avec sa voix chevrotante, elle fait « C'est vous, Norek ?» Je fais « Oui, là, votre livre, là. Un drone vieillisse pour porter une caméra pour vérifier les émeutes. » Alors déjà, une caméra, ça pèse entre 200 et 300 grammes, alors qu'un drone vieillisse, c'est un minimum, il faut au moins que ce soit un drone quadrillisse, sinon il ne décollera jamais. Et Huguette, c'est bon pour moi. Je vous adopte. Et donc on a fait mes premiers livres ensemble. Elle m'a dit je vais vous apprendre à écrire, mais jamais, je ne toucherai une virgule, un mot, je mettrai juste dans la marge que ça ne me convient pas. Et ce sera à vous de trouver. Et donc de temps en temps je l'appelais, je disais sur cette phrase, je ne vois pas ce que je peux changer. Je disais vous ne voyez pas, alors lisez L'argent de Zola. Et donc j'allais dans une librairie pour acheter un bouquin de 400 pages, juste pour aller vérifier cette phrase-là. Et j'ai dit, mais j'aurais besoin que vous vous impliquiez un peu plus en fin de cause. Elle m'a dit, non, je ne ferai jamais rien de tel. D'ici 4 ou 5 livres, vous aurez trouvé votre plume. Et en ayant trouvé votre plume, vous serez donc un auteur unique. Parce que vous aurez trouvé ça. Je peux vous faire écrire correctement en un roman, ça ne pose aucun souci, mais vous aurez ma plume. Et donc, grâce à elle, j'ai pu travailler de mon côté et j'ai pu lire encore jusqu'à des heures avancées de la nuit pour faire mes devoirs et pour arriver chez elle le matin dans son appartement totalement moquetté pour lui dire ça y est, j'ai compris. En fait, elle a vu qu'il fallait jamais être là. C'est ça. 400 pages pour dépasser une période, c'est à l'univers. Donc voilà. Maintenant, elle est partie et pourtant, je sais qu'elle est là et je sais qu'elle m'accompagne avec ses Guerriers d'hiver et c'est à elle que je dois une grande partie de ma vie, une grande partie du bonheur que je suis en train de vivre. C'est très intéressant ça. Vous avez appris à écrire en fait avec votre premier roman et conseiller surtout. Est-ce que ce travail-là, il a continué sur Les Guerriers d'hiver? Il continue tout le temps. Il continue tout le temps parce que j'aime me lancer des défis qui vont me forcer à sortir de cette fameuse zone de confort. Alors, c'est très clair, la zone de confort, dans la société dans laquelle on est, si vous avez une zone de confort, je vous en prie, restez dedans. Sortir de sa zone de confort n'est pas utile. Je pense qu'on peut justement, en fait, ouvrir sa curiosité plutôt que de tirer la zone de confort. Quand j'écris dans les brumes de Capan, eh bien, toute l'enquête se passe dans les brumes. Donc il faut réveiller sa plume, parce que justement, l'écriture c'est quoi? C'est écrire ce qu'on voit, c'est écrire ce qu'on ressent, et quand on ne voit pas, on ne se projette pas, et quand on ne se projette pas, comment écrire? Et donc écrire un roman policier entièrement dans les brumes a réveillé cette plume. Et quand j'ai commencé à écrire Les Guerriers d'hiver, eh bien il m'est arrivé la même chose. Les Guerriers d'hiver, c'est la Russie qui envahit la Finlande. Donc c'est en plein hiver, par moins 51 degrés, en pleine neige. C'est donc l'histoire de Finlandais au pronom imprononçable, habillés en blanc,
dans la neige, qui se battent tous les jours contre des Russes au prénom imprononçable, habillés en blanc, dans la neige, qui tous les jours se ressemblent, ils ne font que se tirer dessus. Donc, si à ce moment-là, je n'avais pas un certain lyrisme, une certaine poésie, un certain travail de la plume, un certain travail de la mélodie, de la phrase, de la syntaxe, et bien en fait, mon livre est littéralement illisible, parce que ennuyant, parce que répétitif. Donc, c'est les défis que je me lance aussi qui font que je pousse un peu plus loin la nécessité d'enrichir ma manière d'écrire. Vous dites dans la postface des Guerres et de l'hiver que vous êtes entré dans cette histoire par le destin de Simo, c'est ça, le sniper d'Hiver Life. Mais qu'est-ce qui a réveillé, fait le déclic pour écrire ce roman? La guerre en Ukraine, mais impossible de ne pas en parler, il y a des similitudes, et ça arrive dans le roman, page 39, où vous citez si Staline veut envahir la Finlande, j'ignore comment il s'y prendra, mais il trouvera bien une raison en fait. Bon, similitude. C'est ça, c'est très très mal lu. Le déclic, c'est l'Ukraine. Un déclic premier, ça a été l'Ukraine. Mais c'est un déclic citoyen. On est en février 2022, je suis dans la maison de campagne de mes parents, je regarde deux trafic parce que je suis un bon garçon, et j'entends une voix calme, posée, celle de Vladimir Poutine, qui parle encore d'exercices militaires exceptionnels, qui parle de guerre, qui réalise, qui comprend à ce moment-là que l'Europe est en train de se soulever et est en train d'opposer une protection à cette possible attaque, et il déclare à la télévision qu'il a l'arme nucléaire et que si jamais l'Europe soutient l'Ukraine, il n'hésitera pas à l'utiliser. Alors moi, un hiver nucléaire, en 2022, je n'étais pas prêt, surtout sous le soleil, de ma maison de campagne dans l'Aveyron. Et donc j'ai un réflexe citoyen, en fin de compte, la base de la phobie, c'est l'ignorance, la base de la peur, c'est l'ignorance. Donc je me suis dit que j'allais scanner un siècle de rapport entre la Russie et le reste du monde pour voir si l'histoire d'hier peut pas me faire comprendre aujourd'hui et surtout peut pas me donner des armes pour demain. Et en scannant ce siècle de relations entre la Russie et le reste du monde, je découvre une guerre de 113 jours par moins 51 degrés qui oppose la Russie à un pays continent, à un pays de 171 millions de personnes qui un matin décide d'attaquer la Finlande, un pays infinitésimal comme diront les Américains, un pays de 3 millions de personnes. Et pourtant, les Finlandais vont résister. Les Finlandais vont résister pendant 113 jours. Les Russes ne réussiront pas à faire plus de 2,5 km dans la Finlande. C'est une honte absolue pour Staline. Et à l'intérieur de cette guerre d'hiver, je trouve un personnage incroyable, Simo Häyhä. Simo Häyhä, le plus grand sniper de l'histoire. Pourquoi le plus grand sniper de l'histoire? Parce que Simo, c'est pas un soldat, c'est pas une légende, c'est un mythe. Personne n'a réussi à comprendre comment Simo Häyhä réussissait à rester allongé 4 heures, 5 heures, 6 heures dans la neige par moins 51 degrés, immobile, à suivre ces cibles. Je suis allé en Finlande, en Laponie, j'ai réussi à aller jusqu'à moins 45 degrés. Voilà, si on ne bouge pas à moins 45 degrés pendant une demi-heure, on meurt. Voilà, Simo lui réussissait à rester 6 heures immobile. Personne n'a réussi à expliquer aujourd'hui comment Simo réussissait à faire des tirs de 450 mètres, 490 mètres, 100 mètres de visée, c'est-à-dire qu'il réussissait à tirer là où l'œil ne voit pas. Et aujourd'hui, les plus grands snipers ne réussissent pas à expliquer les tirs de Simo Häyhä, sauf qu'ils ont été des témoins de ça. Tout ce que je dis dans le livre est absolument vrai, je n'ai rien inventé. Tous les actes de bravoure, tous les actes de courage, et c'est tellement énorme, c'est tellement trop, c'est tellement incroyable dans le vrai sens du terme qu'on ne peut pas croire que j'ai dû mettre à la fin du livre que tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez dit est vrai. Sinon absolument personne n'y aurait jamais cru. Donc j'ai été en face d'une histoire qui était tellement grande, tellement incroyable, que j'ai pris mon sac à dos, j'ai appelé Elsa, comme d'habitude, et j'ai dit je pars en Finlande pendant quelques mois, raconter cette guerre. Et elle m'a dit, tiens-moi au courant, dis-moi de quoi tu as besoin, et au fur et à mesure, j'ai construit cette histoire avec elle, et j'ai construit cette histoire en m'immergeant totalement dans cette Laponie, dans cette Finlande, au moment même où la guerre s'est passée, c'est-à-dire pendant 113 jours, un peu plus, en essayant de retrouver les mêmes conditions météorologiques, en retrouvant les endroits, en marchant dans leurs pas, en essayant de manière assez hypocrite et sécure d'essayer de vivre ce qu'ils ont vécu, ou en tout cas de me projeter dans ce qu'ils avaient vécu. Il y a une heure, Elsa Lafont nous racontait que le gros du travail avec vous sur ce roman avait été de réagencer le rythme et déplacer des scènes. Oui, c'est un peu normal, c'est-à-dire que quand on est pendant 1 an et demi à prendre de la documentation, eh bien, il arrive, ce qui arrive à tous les auteurs, c'est qu'on a envie de tout mettre dedans. Évidemment, parce que j'ai fait ce trajet. J'ai parcouru 200, 300, 400 km pour aller voir un cimetière, pour aller voir une personne dans une église, pour aller voir un hameau. Et quand cette personne me donne une information, que
que 6 mois plus tard, alors que je suis en train d'écrire mon livre, je n'ai pas besoin de cette information. Je me rappelle des 400 km que j'ai fait pour aller voir construire cette personne dans sa maison pour qu'il me trouve une petite information dont j'ai plus l'utilité. Et donc c'est terrible. On a envie vraiment de mettre tout ce qu'on a découvert à l'intérieur jusqu'au jour où on comprend, où tous les auteurs et toutes les autrices comprennent un jour qu'il y a la documentation et qu'une fois qu'on a toute la documentation, il faut la pousser et ne pas l'utiliser. C'est parce que je sais que ce que je vais écrire va être vraisemblable ou va ressembler à la vérité. Mais il ne faut surtout pas utiliser toute sa documentation. Donc c'est en gros le travail qu'il faut que je fasse, c'est un travail de séparation. C'est-à-dire que je me sépare de ce pourquoi j'ai travaillé des mois et des mois et des mois. Et là-bas, comment les gens ont accueilli votre démarche en français qui veut venir raconter leur guerre? Alors, les guerriers d'hiver et des livres sur Simon Arras, ce sniper, il y en a des milliers en Finlande. Il faut d'abord que je vous parle des Finlandais. La Finlande est un des rares pays qui s'est adapté à sa nature et qui n'a pas plié la nature à son confort. La Finlande, c'est un pays dans lequel 8 mois de l'année, il fait entre moins 20 et moins 40 degrés. C'est un pays dans lequel 8 mois de l'année, il fait 3 ou 4 heures de soleil par jour. C'est un pays qui est fait de plaines de granit infinies sur lesquelles on ne peut rien construire. Un pays qui est fait de 150 000 lacs et de 300 000 marais et de dizaines de milliers de forêts glacées en leur sein. Comme les gens du Nord ne sont pas les mêmes que les gens du Sud, les Finlandais ne sont pas les mêmes que d'autres populations parce qu'ils ont appris par la rudesse de leur pays, parce que je pense qu'en fin de compte, l'endroit où on vit modifie aussi notre caractère, notre identité, notre personnalité, et c'est donc une population assez secrète, assez intime, assez renfermée. Donc, des livres sur la guerre d'hiver et sur Simoia, il y en a des milliers. Mais ça parle de stratégie, ça parle d'action militaire, ça parle de la vélocité des cartouches, ça parle de la tenue, des uniformes, du tissu qu'on utilise. Mais un livre écrit à hauteur d'homme, à hauteur de cœur, il n'existe pas. Enfin, et c'est pour ça que dès la fin de ce roman, il a été immédiatement traduit et acheté par les Finlandais. Il sortira en août. Nous allons aller en Finlande avec Elsa pour le présenter et le défendre. Mais déjà, dans les librairies, dans les bibliothèques, dans les médiathèques d'Helsinki et de Turku, qui sont les deux grandes villes côtières, si vous voulez lire les guerriers d'hiver en français, il y a 8 mois d'attente. Donc c'est très curieux de ce que va dire un Français sur leur guerre, en tout cas très curieux de l'angle d'approche qui est celui de l'émotion, qui est celui de la fraternité, qui est celui de ce lien qu'il y avait entre ces soldats, entre les soldats entre eux, aussi les soldats hommes et les soldats femmes, parce que si cette guerre a été gagnée, c'est grâce à ces 300 000 soldats hommes, mais aussi à ces 100 000 soldats femmes, qui ensemble ont réussi ce succès incroyable de réussir à s'opposer à la Russie, ou en tout cas de se défendre par rapport à la Russie. Quelle est ta question? J'ai oublié. Ok, les guerriers de l'hiver, finalement, est-ce que c'est pas l'histoire universelle du petit poussé contre Goliath, où je mélange encore? Non, c'est bien ça. Alors, oui, on parle d'éternelle histoire de David contre Goliath, ou alors de la Finlande contre la Russie, comme si c'était quelque chose de récurrent. C'est récurrent littéralement, c'est récurrent dans les histoires imaginées, mais c'est toujours le plus grand qui verra le plus petit, ça n'a jamais été différent. Donc là, normalement, on doit les inventer, cette histoire. Et bien moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir à l'inventer. Cette histoire, elle existe. C'est un peu comme si un matin, les États-Unis décidaient d'envahir Aix-en-Provence. Vous imaginez bien que normalement, c'était en 3 semaines. Et bien là, il y a ce pays continent qui décide d'attaquer la Finlande et qui prend pendant 3 mois et pour y arriver. Et ils vont même terminer par un traité de paix complètement honteux pour les Russes et qui ressemble à une vraie victoire pour les Finlandais. D'ailleurs, la guerre d'hiver est le ciment. Une guerre peut-être le ciment d'un pays, mais la guerre d'hiver est le ciment de la Finlande. La Finlande s'est réunie autour de cette guerre, la Finlande a souffert autour de cette guerre, mais ça a fait une nation. Ça a fait une nation et aujourd'hui, Simo Häyhä, comme cette guerre, Simo Häyhä, là-bas en Finlande, c'est comme si vous aviez ajouté Bonaparte, Louis XIV et Jeanne d'Arc. Tout le monde, absolument tout le monde connaît Simo Häyhä en Finlande, c'est le héros absolu de la Finlande. Ce qui fait que quand je suis arrivé en Finlande pour faire une histoire sur Simo Häyhä, autant vous dire que j'ai fait regarder un petit peu de travers, je me demandais mais qu'est-ce que tu viens écrire? Et donc voilà, j'espère que j'ai réussi à ne pas blesser, vexer, mais vu que en fait, ce livre a déjà été lu par pas mal de Finlandais, quelque chose d'assez amusant. À l'Élysée, le général 5 étoiles, qui est le conseiller immédiat du ministre de l'armée de Finlande, a commencé son allocution en disant « Voilà, je représente la Finlande. Alors évidemment, pour tout le monde, nous sommes le pays du Père Noël, mais si vraiment vous voulez savoir ce que c'est que la Finlande et quelle est notre histoire, je vous conseille de lire un livre d'Olivier Noël qui s'appelle Les Guerriers d'hiver. La Finlande, j'essaie de terminer.
fou ce qui vous arrive parce que ça fait des semaines que vous êtes un peu partout, à la télévision, à la radio. Je regarde Google Actu, je vous vois dédicacé en Bretagne, dans des centres commerciaux. Vous êtes ici aujourd'hui, vous revenez d'une école avec une classe, j'insiste, il y avait 28 élèves. Vous avez le train avec du retard, vous avez avec du retard tout à l'heure, vous avez quand même insisté pour passer les voies. Et si j'ai bien compris, la promo va se continuer encore longtemps jusqu'en Finlande. Comment vous vivez ce moment où vous arrivez à rester sur Terre? Alors oui, parce que en fait, il y a quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est que je m'aime absolument pas, et que donc j'ai vraiment besoin du regard de l'autre. En fait, oui, voilà, depuis tout petit, le regard de l'autre, c'est quelque chose qui me pèse énormément. C'est le regard qui empêche, c'est le regard qui juge, c'est le regard qui critique. Alors je sais qu'il existe aussi le regard qui rend invincible, mais ce regard-là, j'ai toujours vécu en fonction du regard de l'autre, et c'est grâce au regard de l'autre que je sais que je peux être utile ou intéressant ou quoi que ce soit. Mais j'ai besoin absolument du regard de l'autre. Et donc, en fait, en écrivant, j'ai cette chance-là d'avoir le temps de l'autre. La vie est beaucoup trop courte, vous m'accorderez, je pense qu'une vie normale devrait être de 600 ans, c'est-à-dire 100 ans sur chaque continent et 100 ans sur le continent qu'on a préféré. Et alors que cette vie est courte, vous m'offrez du temps de votre vie, et moi, la manière d'aventure, j'en profite. Donc la moindre des choses, c'est aussi que je m'implique totalement dans ce que j'écris. La question. Et donc j'ai besoin de la promotion parce que c'est pas un moment où c'est juste un moment où je vais dédicacer des livres, c'est un moment où on va pouvoir échanger. Et moi, je ne suis pas un célibataire, je suis un solitaire. J'adore vraiment vivre seul, et donc ça me permet d'écrire. Mais arrive un moment où la solitude arrive à ses limites, et le livre sort, il arrive en librairie, et j'ai la chance après d'aller à la rencontre des gens, de pouvoir discuter pendant 2 mois, 3 mois. Là, pour le coup, ça va être 1 an de promotion, donc c'est vrai que c'est très très long. Mais pendant 1 an, eh bien, je reçois une dose infinie, sinon d'amour, au moins d'affection, de reconnaissance. Ça me remplit comme une batterie, et une fois que je suis totalement rempli et que je suis à 100% de ma batterie, eh bien, je peux aller me recacher pendant quelques mois, 1 année, 2 ans, pour écrire un nouveau roman. Donc voilà, je réussis en fin de compte à allier la plupart de mes névroses dans quelque chose qui fonctionne plutôt correctement. Mon envie absolue d'être seul et ma nécessité absolue d'être vu. À pouvoir profiter du regard de l'autre pour grandir, ou en tout cas pour trouver une justification à mon existence.